Fanny. Je travaille au service de formation de la CFC dans la cellule RISE. RISE qui est en fait le réseau intersyndical de sensibilisation à l'environnement. Donc on travaille aussi avec la FGTB sur toutes ces matières-là. Tu dois parler bien non? Avec le micro. Ok. Ça va, vous m'entendez? Comme ça. Ah ok. Ou tu décroches l'autre? Oui, mais non, mais ça va, ça va. Donc, alors, aujourd'hui, moi je vais commencer en vous expliquant un petit peu quels sont les différents types d'inégalités qu'on voit en Belgique. Donc effectivement, focus belge, après ça sera plus focus monde avec Nicolas. Alors, c'est où? Ouais. Bon, ah non, avant. Voilà. Alors, sont responsables de moins de 10% des émissions, grosso modo. Quoi? Ah, pardon. Ah oui, c'est les tonnes, excusez-moi, en tonnes de CO2. Et alors, on sait que si on veut parvenir à rendre notre consommation durable, il faut, à l'échelle mondiale, que chaque personne qui vit sur cette planète ait une consommation de 2 tonnes de CO2 par personne et par an. Et donc ici, cette ligne orange, en fait, représente 2 tonnes. Donc ça, c'est idéalement ce que tout le monde, n'importe quelle personne de ce monde devrait arriver à consommer, quoi. Donc c'est parfois un peu difficile de comprendre, mais c'est quoi consommer des tonnes de CO2? Simplement, il y a plusieurs manières de voir les choses. Mais si on dit quel est le pays qui émet le plus de CO2 sur cette planète, c'est la Chine. Voilà, c'est le pays qui, sur son territoire, émet le plus de CO2, de tonnes de CO2. On peut regarder les choses différemment en se disant, mais alors, si on divise ça par le nombre d'habitants, on va avoir grosso modo la consommation en tonnes de CO2 par personne. Si on divise les émissions du sol du pays par le nombre d'habitants de ce pays, alors là, qui est le plus gros consommateur par personne en tonnes? C'est l'Arabie Saoudite. Est-ce que pour autant, si on élimine de la carte l'Arabie Saoudite, les problèmes environnementaux vont être réglés? Non. Donc, il y a une autre manière de calculer cela, c'est de se dire, mais finalement, c'est par notre consommation que nous émettons dans ce monde le CO2 et les gaz à effet de serre, et donc du coup, c'est de dire, ben voilà, ce pull, combien de grammes ou de kilos, je ne sais pas, de CO2 il a émis pour être produit, ce pantalon, cette chaise que j'ai dans mon bureau chez moi, et ce bureau, cet ordinateur et ce smartphone que j'ai, toutes les choses qu'on a globalement, eh bien on peut calculer en fait chaque chose qui a été produite dans plein de pays du monde, combien de tonnes de CO2 a été émise, aussi par le transport évidemment, etc. Tout ça pour dire que donc, ici les 2 tonnes, c'est de par la consommation. Voilà. Et donc ça c'est l'objectif. Il y a des pays qui sont bien en dessous des 2 tonnes par personne et par an. Et donc ici la Belgique, ben voilà, même les 50% les plus pauvres ne sont pas encore du tout à atteindre l'objectif. Ouais, tu peux changer. Alors, deuxième type d'inégalité, parce qu'ici on parlait d'inégalité face au changement climatique, il y a aussi des inégalités face aux politiques qui sont mises en place pour lutter contre ces changements climatiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus ici, puisque Nicolas va en parler, mais simplement, on se rend compte, vous avez tous certainement un exemple pour chacune des 4 que j'ai mises ici, mais les taxes sont non équitables, ou en tout cas ne sont pas ciblées correctement. Donc si par exemple on dit, à partir de demain, tous ceux qui veulent rentrer sur Bruxelles avec une voiture de tel type vont devoir payer soit une amende s'ils ne mettent pas aux normes leur voiture. Et donc du coup ça veut dire que si moi je suis riche et que je veux rentrer dans Bruxelles, ben, soit je paye cette taxe parce que je m'en fous, j'ai de l'argent, soit je me dis ah ben, je vais bénéficier d'une aide fiscale pour pouvoir acheter une voiture électrique avec laquelle je vais pouvoir rentrer dans Bruxelles, sauf qu'en fait la voiture électrique elle est très chère. Et donc, du coup, soit je suis riche, je peux me permettre de polluer, soit je suis riche et je peux me permettre de ne pas polluer, soi-disant, hein, parce que bon, après ça c'est un autre débat, la voiture électrique.
Donc voilà, les taxes qui sont absolument pas ciblées, alors qu'à nouveau, on sait que ce sont les gens les plus riches qui polluent le plus. Donc c'est injuste. J'ai mis pollueur-payeur quid, ben voilà, on peut se permettre de ne pas polluer, ou bien on peut se permettre de polluer. Si on n'a pas d'argent et qu'on n'a pas la possibilité de payer, je reprends cet exemple de Bruxelles, cette taxe pour rentrer dans la ville, et qu'on n'a pas non plus l'argent de se racheter une nouvelle voiture qui correspond aux normes qui sont fixées par la région, eh bien qu'est-ce que je fais? Je fais quoi moi? Je n'ai même pas un système de mobilité qui me permet d'atteindre pratiquement mon emploi ou des biens dont j'ai besoin, des services dont j'ai besoin. Voilà. Et pareil pour les primes, ça François va en parler aussi, mais on se rend compte qu'en fait les primes sont offertes de manière non spécialement ciblée. Donc que je sois riche ou que je sois pauvre, pour certaines choses, je reçois une prime. Donc est-ce que ça, pour autant, c'est normal? C'est à questionner, voilà. Mais il y a aussi certaines primes qui sont tout simplement non accessibles. François va en parler, notamment par rapport à la rénovation des bâtiments. Voilà, on se rend compte que parfois, en fait, les primes, les gens ne savent même pas en bénéficier. Je pense que, si tu changes, je pense que j'ai fini. Ah oui, non, bien sûr, je suis bête. Alors, donc face à tout ça, c'est vraiment un gros résumé qu'on vous fait là, mais face à tout ça, il y a une solution, disons, ce qu'on appelle la transition juste. Donc, ça veut dire quoi, transition juste? Ça veut dire, bon, la transition écologique, environnementale, climatique est nécessaire. On l'a vu ce matin dans la fresque, on le sait déjà de toute façon. Si on veut perdurer sur ce monde, disons, mais pour que cette transition, certes nécessaire, soit juste, il faut prendre en compte les impacts sociaux de cette transition. Et donc, c'est tout ce qu'on vient de dire juste avant, quoi. Alors, nous, à la CSC, on a les syndicats, globalement, ont leur définition de la transition juste, mais qui s'est généralisée, disons, et a mis beaucoup de monde d'accord. Elle repose sur 5 piliers, donc 5 grandes choses auxquelles il faut faire attention, à savoir le dialogue entre les pouvoirs publics et les principaux acteurs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par principaux acteurs? On entend les syndicats, par exemple, mais aussi les associations qui travaillent sur la lutte contre la pauvreté, ou par exemple les équipes populaires en font partie, les associations environnementalistes, et aussi, oui, fatalement, les représentants des employeurs, enfin voilà, les principaux acteurs de la société, il faut qu'ils soient entendus. Un simple exemple, la région wallonne a un plan qui s'appelle le plan Air, Climat, Énergie, qui est censé être le plan que la région wallonne a rendu à la Belgique, qui ensuite la Belgique a rendu ça à niveau international. Mais en gros, c'est le plan de la Wallonie pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, globalement. Ce plan a été révisé au mois de décembre. C'est un gros bazar. Et en fait, la région a omis de consulter certains acteurs, quoi. En ce compris les syndicats, et j'imagine en ce compris bien d'autres associations. En tout cas, ils ont consulté les organisations qui représentent les employeurs. Ça, on est bon. Mais donc, pour illustrer le fait que nous, on avait des critiques sur ce plan Air, Climat, Énergie Wallon, parce qu'on se rend compte que oui, ok, c'est bien sur certains aspects de réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec les choses qu'ils veulent mettre en place, mais il manque de ce prisme de justice sociale, quoi. Donc voilà, dialogue entre les pouvoirs publics et les principaux acteurs, très important. Alors évidemment, on sait que le monde est amené à changer, il va falloir revoir les méthodes de production, il va falloir revoir plein de choses. Et donc pour ça, on sait qu'il va y avoir de nouveaux emplois qui vont être créés, notamment dans les énergies renouvelables, mais aussi dans le bâtiment, dans les technologies vertes. Enfin, il y a plein de secteurs dans lesquels on sait qu'il va y avoir des nouveaux emplois qui seront verts. Et donc il va falloir investir de l'argent public ou de l'argent privé, peu importe, mais il va falloir investir pour que ces emplois puissent être mis en place. Et pour cela, évidemment, si on veut demain être capable, en tant que j'invente un garagiste qui, toute sa carrière, a travaillé à réparer des moteurs de voitures thermiques,
eh bien, il va falloir qu'ils se forment maintenant aux nouvelles voitures électriques. Alors, je ne dis pas que c'est vert, hein, mais c'est un exemple pour montrer que, simplement, les compétences changent et qu'il va falloir s'adapter à ça. Et donc, il va y avoir un développement de nouvelles compétences, mais pour ça, il faut anticiper les choses. Il faut qu'il y ait des stratégies d'éducation qui soient mises en place. Il faut ouvrir des centres de compétences, réfléchir à quelles seront les compétences dont on aura besoin demain, etc. Donc, c'est toutes des choses qui sont à garder à l'œil, évidemment. Alors, le respect des droits humains et du travail, bien évidemment, à savoir que le droit à un environnement propre, sain et durable est rentré dans la liste des droits humains. Donc ça, c'est une avancée. Maintenant, est-ce que ce droit est respecté? Non, mais bon, c'est déjà bien que ça soit inscrit. Et alors, pour finir, c'est dommage parce que du coup, vous ne voyez pas bien, le dernier, c'est des systèmes de protection sociale forts et efficaces. Tout simplement, voilà, bon, ici moi je suis plus évidemment dans le prisme du monde du travail via les syndicats, mais peu importe quand même. Moi j'ai rencontré des délégués que l'entreprise doit, des délégués syndicaux, donc notre public, dont l'entreprise doit fermer ses portes parce qu'en fait ils ne savent pas renouveler leur permis pour pouvoir exploiter pour des raisons environnementales. L'entreprise doit fermer ses portes parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour investir dans des technologies plus propres. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes qui sont en fin de carrière et qui n'ont pas la possibilité de se reconvertir? Ben voilà, système de protection sociale fort et efficace, pensé en amont, réfléchi. C'est un exemple parmi d'autres. Mais voilà, je pense qu'ici j'en arrive à la fin de ce qu'est la transition juste en très gros. Et je vais laisser la parole à François pour la suite. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je vais mettre aussi ici, c'est plus sympa que sur l'estrade comme un port-uni. Voilà, en fait, on vous a fait un méga résumé là, et je me rends compte que quand même l'heure tourne, donc voilà, donc on va essayer, parce qu'on voulait vous donner aussi un petit peu la parole, il y aura d'autres moments de toute façon qui sont prévus. Je vais essayer de rendre ça un petit peu plus concret. Fanny vous a bien montré au niveau mondial les émissions par classe de revenus, etc. Ici, ce sont les secteurs de la Wallonie qu'on vous a montré, donc c'est notre Wallonie, les différents secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Alors sans surprise, vous le voyez là, le plus gros morceau du fromage du camembert, c'est l'industrie. C'est à peu près un tiers, hein, les chiffres précis, il n'y a peut-être pas besoin de les retenir par cœur, mais un tiers des émissions de gaz à effet de serre, ça provient de l'industrie, sans grande surprise, je pense. Ensuite, en bas, c'est le transport, 20-21% des émissions sont liées aux voitures, aux camions, etc. Ensuite vient le résidentiel ou le logement, c'est la même chose, hein, tout ce qui est le chauffage, toute l'énergie qu'on utilise dans nos bâtiments, dans nos maisons, dans nos logements, eh bien c'est responsable de 18% des émissions. Ensuite, on split en deux le secteur des bâtiments, c'est résidentiel et tertiaire. Tertiaire, c'est en fait c'est les bâtiments, mais qui ne sont pas des logements, comme ici par exemple. Donc c'est les écoles, les centres de services, les universités, les commerces, etc. Ça, c'est responsable de 4% des émissions en Wallonie. Enfin, l'agriculture, 13% quand même des émissions wallonnes. Ensuite viennent les déchets. On croit souvent, je crois que c'est des raisons historiques, parce que historiquement l'écologie c'était un peu lié à traiter ses déchets et bien jeter ses déchets à la poubelle. Et donc souvent je remarque que les gens pensent que les déchets c'est un gros problème au niveau des gaz à effet de serre, oui qu'en réalité c'est que 1% des émissions de gaz, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un problème, bien sûr, mais en termes de gaz à effet de serre, de réchauffement climatique, les déchets, ce n'est pas le problème numéro 1, comme vous le voyez, et je pense de façon assez éclatante. Et enfin, bon, le reste, 3%. Et l'énergie, la production d'électricité, ben oui, on le sait en Belgique, hein, on dépend du nucléaire, mais également du gaz, et tout ça émet des gaz à effet de serre également. Et à la slide suivante. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait vous donner quelques informations secteur par secteur. Ici, on va prendre le logement. Et on va vous laisser peut-être un petit peu de temps pour réagir. Je ne sais pas si on aura, tu es le gardien du temps, tu me dis. Mais alors, par rapport au logement, quels sont les enjeux d'après nous? D'abord, rappeler que le logement, c'est à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre pour la Belgique dans son ensemble.
à peu près, hein, c'est 20-21%, ça dépend des années. En Flandre, là, le chiffre est assez parlant, je trouve. 97% des primes énergie vont aux familles non vulnérables. Donc vous voyez qu'il y a un petit effort à faire pour aller chercher les familles vulnérables, puisque 97% des aides ne vont pas aux familles vulnérables. J'ai malheureusement pas les chiffres wallons, ça dépend d'une étude à l'autre, c'est très diversifié, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on sait très bien qu'une grande partie des primes sont captées par les ménages aisés qui n'auraient pas eu besoin de primes pour se décider à rénover leur maison ou leur logement. Le premier chiffre, je l'ai dit, et alors la précarité énergétique, oui, elle est très très élevée chez nous. Notre idée, c'était d'aller donc thème par thème. Ici, c'est la fin du thème logement, si je puis dire. On voulait un petit peu vous faire réagir comme ça à chaud, je ne sais pas. Ou alors, je ne sais pas, Guillaume, j'explique d'autres thèmes et puis vous réagissez à tout ce qu'on a dit, ou vous voulez déjà réagir absolument maintenant sur le logement, je ne sais pas. Le risque, si on réagit maintenant, c'est qu'on ne réagisse que au logement. Oui, voilà, ça va. Donc, on va vous présenter tout d'un bloc et puis on vous laisse ça. Et en plus, le temps, je vois que le temps va aussi très très vite. Est-ce que tu penses qu'en 5 minutes, tu peux aborder les 2 autres thèmes comme pour laisser de la réaction? On va faire ça en vitesse, là. Oui, d'accord. Parce que le but, sur l'alimentation, peut-être que c'est aussi un thème qui est travaillé spontanément, donc il y aura moins de besoin de développer. Ah oui, d'accord, ça va. On va accélérer sur les... Voilà. La mobilité, bon, voilà. On vous a déjà hyper résumé, on essaye d'aller vite. Même on en a envie de... Bon, ouais, voilà, système performant, bon, en fait, la Belgique, chacun le sait, hein, c'est le pays des embouteillages. Hein. Anvers et Bruxelles sont dans le top 10 mondial dans chaque classement. Ça dépend d'un classement à l'autre, mais souvent, Bruxelles, chacun le sait, et Anvers, c'est vraiment très très bien, très très mal classé. On estime quand même les embouteillages que ça coûte à notre pays 1 à 2% du PIB. 1 à 2% du PIB, ça fait 5 à 10 milliards d'euros par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le budget de la SNCF, je crois que c'est 800 millions d'euros de mémoire. Ici, on est à 5 à 10 milliards d'euros perdus chaque année à cause des embouteillages. Pour les travailleurs, pour les entreprises, pour l'État, pour tout le monde en fait. Hein. C'est l'OCDE qui le dit, c'est même pas nous les syndicats. Donc un énorme problème. Le Bureau fédéral du plan, lui, il prolonge les tendances actuelles. Et à tendance actuelle, on suppose donc qu'on ne va pas changer les politiques, hein, ce qui est une grosse hypothèse. Nous, on essaye de les changer. Mais si on projette les tendances actuelles, qu'est-ce qu'on a? Toujours plus de kilomètres parcourus en voiture, toujours plus de kilomètres parcourus en camion. Donc on n'a pas ce report modal qu'on attend depuis très longtemps. 5,6 milliards le coût social de l'insécurité routière en 2019, donc c'est tout le coût des accidents. Oui, évidemment, on a dit 20% des gaz à effet de serre. Et alors, la mobilité, ça c'est important pour nous en tant que syndicat aussi. Ça conditionne toute une série d'accès à des droits fondamentaux, évidemment. Celui qui n'a pas une mobilité adéquate, il ne peut pas aller chercher un travail, postuler pour un travail, suivre une formation, aller chercher ses soins de santé, etc. Donc, avoir une mobilité durable pour tous, c'est quand même quelque chose d'hyper important et de fondamental. Voilà, les éléments pour le débat. Après, vous pouvez réagir sur tout ce qu'on dit, bien entendu. On constate évidemment, plus on est riche, plus on se déplace, plus on pollue. Donc ça, c'est assez... Mais je pense que c'est quand même important de le rappeler parce qu'il y a parfois un peu dans certains milieux écologistes le discours salaud de pauvre, quoi. Alors que tous les chiffres montrent qu'en réalité, et les chiffres que Fanny vous a montrés sont cohérents avec ça, plus on est riche, plus on pollue. Hein. Donc ça, c'est assez clair. La pauvreté liée au transport est estimée à 19% en Belgique, donc ça veut dire qu'il y a 19% de la population qui n'a pas accès à un transport qui peut permettre d'accéder aux biens et services fondamentaux dont je parlais tantôt. 40% des Wallons n'ont pas accès au transport en commun, c'est quand même la moitié de la population, presque, c'est l'IWEP qui dit ça. Et ce sont globalement les personnes sans voiture qui subissent le plus les nuisances liées aux voitures. C'est un petit peu comme les gaz à effet de serre. Donc, c'est les pays, et ça, Nicolas vous l'expliquera encore mieux que nous, ce sont les pays pauvres qui le prennent de plein fouet, et les pauvres des pays pauvres, et les pauvres des pays riches, comme on l'a vu malheureusement à Verviers, l'été 2021. Mais pareil pour les voitures, évidemment, les familles modestes en général, ce sont les familles qui ont soit une voiture pour la famille, soit 0 voiture, et ce sont aussi les familles qui vivent dans des endroits où il y a plus de passages, auprès des grands axes routiers, etc. Et donc ils subissent, on n'a pas parlé des particules fines, c'est un énorme problème aussi. Là c'est plus un problème de santé publique, c'est plus le climat, cette fois c'est la santé, mais c'est un énorme problème également.
qu'il s'agit aussi d'adresser par une mobilité durable. Voilà, je pense que c'était tout celui-là. L'alimentation. Tu veux le faire je peux te... Je vais aller très vite. Globalement, merci. Effectivement, vous avez beaucoup travaillé là-dessus, en tout cas selon vos revues, je le vois. Donc 11% des gaz à effet de serre, ça c'est en Belgique, et donc voilà, simplement. Et alors gros impact sur la biodiversité. Il y a une baisse des émissions dans ce secteur depuis 1990, mais c'est pas pour les bonnes raisons. On assiste simplement à une chute très forte du nombre de personnes qui deviennent, qui travaillent la terre. J'ai un chiffre après, mais il ne vient pas sur le slide d'après, je pense. C'est un secteur qui est très vulnérable au changement climatique. On le voit simplement en été, quand il fait très chaud ou quand il pleut beaucoup, ça crée des catastrophes sur les champs. Et alors c'est un enjeu lié à la santé, parce qu'on sait qu'il y a souvent les aides alimentaires, je vais en parler juste après aussi, sont souvent de mauvaise qualité. Il y a énormément de personnes, je pense 16% en Belgique, qui sont en situation d'obésité, et la moitié des personnes qui sont en situation de surpoids. Et donc tout ça, ça a évidemment un impact sur la santé, et ça a aussi un coût, du coup, qui est de plusieurs milliards, je pense 4 milliards par an à la Belgique. Donc autant que les embouteillages. Et alors, du coup, le grand défi ici, c'est tout ce qui est chaîne courte, court-circuit, donc agriculture biologique, agroécologie. Et alors, je vais juste passer à la slide après. Alors, des petits éléments pour le débat, donc des chiffres qui font un peu froid dans le dos. 30% de la production au niveau mondial est gaspillée, que ce soit sur le champ ou durant tout le processus de transformation des aliments. En Belgique, ici, 60 000 personnes ont recours à l'aide alimentaire. 600 000 personnes. 600 000 personnes ont recours à l'aide alimentaire. Et alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, la Belgique a perdu 39% de ses fermes ces 20 dernières années. Au niveau européen, je pense que 3% des exploitants détiennent 50% des terres, quelque chose comme ça. Ce qui est assez affolant, et on voit que c'est toujours en chute. Et alors, autre petit élément pour le débat, ici au niveau mondial, mais 61% du maïs qui est produit dans le monde est destiné à l'alimentation du bétail. Alors on dit souvent qu'on est trop sur la planète et qu'on ne saurait pas tous se nourrir. Déjà rien que ça, c'est déjà une piste de solution, d'arrêter de donner, de pouvoir convertir ces protéines végétales à la destination humaine plutôt qu'à la destination animale. Voilà, ça c'était un petit élément pour le débat, mais je ne vais pas aller plus loin, comme ça on a encore le temps. Merci.